Bonsoir à tous, bienvenue à vous, madame, monsieur, et merci de votre fidélité à Télé 50. Il est 18h et c'est parti pour à peu près 50 minutes de décryptage de l'actualité. Vous le savez bien, donc Kinshasa Direct, votre programme vespéral qui vous propose les analyses des personnalités venues de différents horizons. Pour ce vendredi, nous parlerons d'abord de la politique avec un analyste qui répond au nom de Samuel Nkonko. Avec lui, nous essaierons d'analyser ou de décrypter ce processus électoral à quelques jours, je dirais justement, du début de la campagne électorale et à 2 mois du scrutin. Comment entrevoir tout ce processus? Ensuite, nous parlerons sport avec notre chroniqueur sportif Christian Boukaya. Il y a la CAN d'un côté. Ce vendredi, il a été lancé la nouvelle Ligue africaine, anciennement Super Ligue africaine. Mazembe y participe, mais la politique s'y invite à grands pas. Avec lui, nous essayerons en tout cas de voir toutes ces choses-là. Mais avant cela, c'est d'abord l'actualité. Comme à chaque heure ici sur Télé 50, Nathan Diamoté est là pour nous présenter les grandes lignes de l'information. Bonsoir Nathan et bienvenue à vous. Gaëtan Koubaborandi, bonsoir, merci. Bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent, mesdames et messieurs. À la une de l'actualité ce soir, lancement officiel ce vendredi de la campagne de sensibilisation pour les élections générales de décembre 2023. Il s'agit d'une opération de sensibilisation des masses des électeurs sur les scrutins dont l'objectif est d'améliorer la qualité de la participation au scrutin, une exigence qui s'impose à tous. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Béatrice en présence de toutes les parties prenantes au processus électoral. Plusieurs stations-service restent fermées dans la ville de Goma, au nord Kivu et Bukavu dans le sud Kivu ainsi que dans le Haut-Katanga. Et pour cause, les pétroliers ne savent plus où s'approvisionner en carburant en cette période où il y a hausse du taux d'échange et du produit pétrolier sur les marchés mondiales. Selon Providence Mouiga, président des pétroliers du nord Kivu, malgré la promesse du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale qui avait dit que le prix sera restructuré, rien n'a été fait. Et enfin, c'est un chiffre alarmant. Au Kasaï oriental, près de 100 cas d'enfants atteints de la poliomyélite ont été recensés. Le gouvernement provincial qui s'est déjà engagé dans la sensibilisation est appelé à répondre rapidement aux engagements pris à Kinshasa lors du Forum national sur la vaccination. Sur place en Mbujimaï, l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio et la division provinciale de la santé s'active dans les plaidoyers auprès des officiels. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Gaëtan Koubaborandi et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La CENI a publié il y a peu la liste provisoire des candidats présidents de la République. La particularité, c'est que toutes les candidatures ont été jugées recevables. Est-ce que ces candidatures seront-elles confirmées par la Cour constitutionnelle? Sinon, qu'est-ce qu'il faudra redouter? On marque une pause pour avoir notre premier invité aux fins d'analyser justement ces candidatures. Si vous venez de vous connecter, bienvenue à vous. Kinshasa Direct a débuté il y a cela quelques minutes et nous abordons maintenant notre tout premier sujet avec un analyste politique qui répond au nom de Samuel Nkonko. Il est déjà là. Bonsoir à vous, maître Samuel Nkonko. Bonsoir très cher Gaëtan. Et merci d'avoir accepté d'honorer cette invitation de Télé 50. Tout le plaisir est pour moi, cher Gaëtan. Alors, comme je l'ai dit, nous parlerons des élections, précisément de ces candidatures qui ont été jugées recevables il y a quelques temps par la CENI. Nous attendons justement la confirmation par la Cour constitutionnelle, ça sera dans 7 jours. Est-ce que, tout comme les autres, vous avez salué cette publication qui n'a rejeté aucune candidature? Oui, comme tu venais de le dire tantôt, nous saluons vraiment cette décision qui venait d'être rendue par la Commission électorale nationale indépendante, qu'on appelle CENI en sigle. Et il y a certains aspects importants qui nous ont retenus, en dehors du fait que nous avons eu à saluer. Le premier aspect important, c'est que
cette décision nous permet quand même de pouvoir comprendre et d'être certain que le processus électoral est réellement déclenché. Parce qu'il y a encore certains indécis qui pensent que le processus électoral pourra connaître certaines perturbations, mais nous voyons par la campagne de sensibilisation qui venait de commencer que réellement le processus électoral est lancé et que la date du 20 décembre sera respectée. Il est fort probable qu'elle soit respectée parce que nous fort probable, ce sera respecté absolument. Parce que jusque-là, nous constatons que le calendrier est en train d'être observé. Cette décision, un des éléments importants sur lesquels nous devons tabler, c'est que cette décision vient renforcer davantage certaines incertitudes sur la réalisation des élections la journée du 20 décembre. Le deuxième aspect positif, c'est que cette décision apporte un apaisement. Compte tenu de tout ce qu'il y a eu comme frustration politique, précédant cette publication de la décision de la Commission électorale nationale indépendante, parce qu'il y a certains états-majors politiques qui pensaient qu'il y aurait certaines candidatures qui auraient pu être rejetées. Mais nous constatons, comme tout le monde, qu'il n'y a eu aucun rejet de candidature de tous ceux-là qui ont déposé, qui fait à ce qu'il y a un élément positif, c'est que, premièrement, il y a une certitude. Deuxièmement, il y a eu un apaisement. Troisièmement, le troisième élément, c'est que le fait qu'il n'y ait aucune candidature qui a été pu être rejeté, c'est qu'il y a un pilier important de la démocratie qui vient d'être constaté, c'est lequel, c'est qu'il y a une inclusivité. Et l'inclusivité est très importante pour pouvoir obtenir des élections apaisées. Et peut-être un dernier élément, étant donné que cette publication est une décision, et étant donné qu'il n'y a eu aucune candidature qui a été rejetée, ça épargne la Cour constitutionnelle de pouvoir connaître des contentieux électoraux prématurés. Alors, admettons que ce soit des élections inclusives, parce qu'on n'a rejeté aucune candidature. Jusque-là, oui. Il reste encore d'autres critères importants. Il y a notamment la transparence, la crédibilité même de ces élections. Ça, on le saura peut-être dans le temps. Alors, mais ça reste toutefois une publication ou une liste provisoire. Exactement, ça reste une liste provisoire dans la mesure où cette liste doit être confirmée par la Cour constitutionnelle, que nous attendons toujours. Oui. Et pour raison d'apaisement, nous croyons que la Cour constitutionnelle devra, dans l'examen de dossier, tenir compte de l'objectif qui est celui d'avoir des élections apaisées. Et il est important que la Cour constitutionnelle, dans l'examen vraiment des dossiers, puisse rendre une décision qui ne va pas crisper le processus électoral, parce que le processus électoral, depuis qu'il a été enclenché, comme vous allez le constater, ça donne lieu à un certain discrédit, à certaines personnes qui pensent que le processus électoral n'est pas transparent, comme vous le dites. Mais les questions de transparence, ce sont des questions subjectives qui peuvent revenir à un camp ou à un autre, mais il est important... Pas toujours. Pas toujours exactement, mais ce sont des questions subjectives. De preuves, justement, de fraude quelque part, là... Ça exactement, les preuves de fraude doivent être établies. Et tant que ces preuves ne sont pas établies, ça reste dans les carcans de rumeurs. Ça reste dans les carcans de rumeurs. Alors voilà pourquoi nous sommes en train d'espérer que le processus électoral qui est déjà enclenché devra apporter un apaisement. Et là que le premier pas venait d'être passé par rapport à la publication de la liste, par rapport à la Commission électorale nationale indépendante, que le deuxième pas qui est celui de la Cour constitutionnelle puisse être aussi des décisions qui ne vont pas crisper davantage le processus électoral. Notamment si on rejette une candidature, ça pourrait être lesquelles? Bien entendu, nous craignons qu'il y ait certaines candidatures qui puissent être rejetées, mais je crois que la Cour constitutionnelle est le premier juge des questions électorales. Alors, en tant que premier juge des questions électorales, et ayant donné cette décision-là, nous pensons qu'il n'y a pas plus technicien que la CENI. Alors, je crois que la Cour constitutionnelle devra peut-être que suivre les pas. Parce que le premier juge de questions constitutionnelles... Je sais que vous n'avez pas eu accès à tous les dossiers, en tout cas, mais s'il faut que des candidatures soient rejetées, ça pourrait être lesquelles et pour quelles raisons? Bon, je ne vais pas prêter le flanc aux rumeurs, mais comme vous le savez tous, si vous me permettez de brosser le profil peut-être de certains de candidats, je commencerai peut-être par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, qui a son actif, bien entendu, un bilan qu'il a plébiscité carrément comme étant un des meilleurs premiers ministres de notre République, dans la mesure où il a pu vraiment stabiliser les cadres macroéconomiques, qui a permis vraiment, en son temps, d'avoir une monnaie stable. Mais il a un peu pas une difficulté, c'est qu'il a un procès judiciaire qui le colle, qui est pratiquement une épine dans sa chaussure. Et tant que ces procès judiciaires n'aura pas eu à donner un avenant favorable par rapport à sa situation, sa candidature pourrait être rejetée si seulement il y a une décision qui intervient avant que la Cour constitutionnelle ne puisse statuer sur sa candidature. C'est-à-dire une condamnation? Bien entendu, une condamnation, si seulement il est condamné et que cette condamnation arrivée avant
l'examen de son dossier par la Cour constitutionnelle, il est fort possible qu'il soit écarté. Je crois qu'en dehors de lui, il y a peut-être, entre guillemets, l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, qui a aussi à son actif un bilan dans la mesure où il a été plébiscité un des meilleurs gouverneurs de son temps, et jusqu'à présent, il s'est pourrait que ce soit toujours le cas. Il a aussi peut-être une difficulté, c'est laquelle, c'est qu'il avait une loi. Bon, je ne vais pas dire qu'il y avait une loi qui a été conçue presque taillée sur mesure à sa casquette, mais cette loi-là était de tendance à pouvoir notamment exacerber une question que nous n'avions pas tellement voulu vivre chez nous, qui est la question de congolité. Mais je crois que cette loi n'a pas suivi son cours normal de chemin. Là, présentement, même si cette loi devait intervenir, elle serait carrément tardive dans la mesure où il y a déjà le processus qui est enclenché et les candidatures... Elle serait inopportune en tout cas. Oui. Pour l'instant, cette loi, même si elle devait aboutir, elle devra carrément agir pour l'avenir, pas pour l'actuel processus. Est-ce qu'en 7 jours, c'est possible que le procès Matata connaisse un bond en avant et parvienne justement à une condamnation aussi? Non, je ne crois pas, dans la mesure où je crois qu'il est impossible. Pourquoi? Parce que je crois qu'à la dernière audience, où il a fait défaut, je crois qu'il est à l'étranger pour raison des soins, il y a son conseil, le collectif de ses avocats qui a eu à comparaître aux moyens de preuve qu'ils ont eu avancés, mais la Cour n'a pas eu à donner cause à leurs moyens. Je crois qu'il y a eu un défaut qui a été retenu à charge de Matata Pogno, mais étant donné qu'il y a des exceptions qui ont été soulevées par les autres parties avec qui ils sont poursuivis conjointement, je crois que le temps où la Cour est en train d'examiner encore les questions liées aux exceptions, je sais, probablement que l'audience a été renvoyée peut-être à une date, je crois, en matière pénale, souvent on va à 2 semaines ou à 1 mois, et si seulement la Cour constitutionnelle devra se prononcer avant ces délais-là, je crois que la candidature de Matata Pogno pourra aussi être acceptée. Accepté, justement. En termes de temps, vous voyez, c'est un peu compliqué, c'est très serré. En tout cas, en tant qu'analyste politique, si l'une de ces candidatures, de ces personnes que vous avez citées, venait à être rejetée, est-ce que ça biaiserait totalement tout le processus? Il est important, comme je l'ai dit dans l'entame de notre entretien, de tenir compte des aspects liés à l'apaisement du processus. C'est vrai que pour qu'une personne puisse réellement postuler au poste de président de la République, il y a un certain nombre de critères que la personne devra observer. Si c'est fait qu'un des critères n'est pas réuni, cette personne sera écartée. Mais le premier juge de questions constitutionnelles, des questions électorales, c'est d'abord la Cour et c'est d'abord la Commission électorale nationale indépendante. Elle a déjà tranché. C'est elle qui est le premier juge. Alors, si au niveau de la Cour constitutionnelle devra débarquer certaines personnes, la crainte, c'est qu'on risque de prêter le flanc aux personnes qui pensent que ce processus n'est pas transparent et n'est pas crédible. Alors, en prêtant le flanc à ces personnes-là, on risque d'avoir un processus qui risque de ne pas être apaisé. Il y aura des crispations par-ci par-là, des violences et... Lorsque nous allons aboutir à un résultat qui sera peut-être pas accepté par un camp ou par un autre, nous allons aussi aboutir à ce que nous appelons aussi des conflits post-électoraux. Alors tout cela, nous n'avons vraiment pas besoin de ça. Il est important que la Cour constitutionnelle puisse entamer les pas. C'est vrai que conformément aux lois et aux règlements du pays dans la matière, mais puisse entamer les pas dans la mesure où les questions liées aux élections présidentielles, ce sont des questions sensibles. Elles doivent être traitées avec beaucoup de délicatesse. Quand elles ne sont pas traitées avec beaucoup de délicatesse, elles peuvent donner lieu à beaucoup de dégâts qui sont à des moments qui peuvent être incalculables, voulais-je dire. Alors, il est important que la Cour constitutionnelle puisse non pas agir seulement comme étant une instance judiciaire, mais puisse aussi agir comme étant une instance intervenant dans le milieu politique, dans le but d'obtenir et de garder l'apaisement du climat jusqu'au 20 décembre. Alors, à l'annonce de cette liste provisoire des candidats présidents de la République, il y a eu de la joie, de l'effervescence un peu partout. Exactement. J'ai même vu des très proches de l'opposition saluer cette décision de Denis Kadima de ne pas élaguer une seule candidature, comme si c'était une décision subjective. Qu'il a pris, non pas en se fiant aux lois, aux normes, mais peut-être pour éviter le chaos au pays, s'est décidé de ne pas élaguer, de ne pas rejeter des candidatures. Alors, la question de la candidature commune de l'opposition a ressurgi de plus belle aussi après cette annonce-là. D'après vous, on doit déjà, pour l'opposition,
Est-ce le moment maintenant de trouver un candidat commun ou on peut encore attendre la campagne électorale? Il y a encore du temps ou il faut le faire maintenant? Bon, tout ça est une question des stratégies. Les stratégies en matière politique dépendent d'un camp à un autre. Mais il est important de savoir que nous avons face à nous, le scrutin électoral au niveau présidentiel dans ces pays, c'est un scrutin à un seul tour. Et nous avons là le président de la République qui est en train de postuler pour sa deuxième réélection. Il est important que les personnes qui veulent concourir avec lui à ce poste puissent avoir en face de cet aspect-là. Concourir avec un président en exercice qu'il veut postuler pour une deuxième fois, c'est concourir avec quelqu'un qui a des moyens. Les moyens, premièrement, de sa politique. Deuxièmement, la personne doit avoir le discours. Troisièmement, la personne doit avoir une base. Lorsque vous voulez concourir face au président de la République et que vous n'arrivez pas à pouvoir vous réunir, il sera très difficile de faire face au président de la République actuelle. Alors, il est important que les partis de l'opposition, parce que je crois que parmi les 24 candidatures, il y a ceux de l'opposition, il y a ceux de la société civile qui se retrouvent sur cette liste. Il est important, si seulement on a besoin, si seulement ceux-là qui ont postulé prétendent... Il y a des indépendants aussi, oui. Oui, il y a des indépendants aussi. Ceux-là qui ont postulé prétendent à une certaine alternance. Il est important qu'ils soient en mesure de mettre en synergie leurs forces. S'ils vont en ordre dispersé, ils font carrément un tapis large au président de la République. Alors, pour des raisons stratégiques, il est important... Il faut le faire maintenant, c'est-à-dire maintenant. Bon, peut-être après juste la confirmation par la Cour constitutionnelle, Bien où entendu. on peut encore aller en campagne électorale de manière dispersée et au dernier moment se rassembler. Bon, tout est question de stratégie, comme je l'ai dit tantôt. Il y a certains qui sont là peut-être pour raison des figurations. Il y a certains qui sont là peut-être aussi pour se mettre en valeur. Alors, chacun a un objectif qu'il poursuit. Alors, il est important qu'ils se mettent ensemble. Quand est-ce qu'ils doivent se mettre ensemble? C'est le plus tôt possible. Parce que s'ils doivent battre campagne, ils doivent battre campagne durant une certaine période. Ils ne peuvent pas mettre ensemble leur synergie à 2-3 jours des élections du 20 décembre. Ça serait carrément du gâchis. Il est important qu'ils mettent en synergie. Il l'a fait. Ces derniers moments qu'il a tourné kazakh vis-à-vis de ses compères avec qui il était au sein de la Mouka. Justement, oui, dans la Mouka. Bon, ça a pu marcher en son temps, ça a pu marcher en son temps, mais ça ne marche pas toujours. Ça ne marche pas toujours. Et il ne faut pas oublier que Tshisekedi a eu à postuler à ce poste. Il a eu aussi à, comment je peux dire, c'était pas face à un président sortant. Nous avions le président Kabila qui était déjà à la fin de son mandat. Et là, le chemin était ouvert à tous les candidats. Alors là, c'était encore plus faisable. Mais à l'heure actuelle, le président de la République, il est candidat à sa propre réélection. Alors, lorsqu'on est candidat à sa propre réélection, on a des moyens politiques. On a plus de chances d'être réélu. Pourquoi? Parce qu'on a les moyens de sa politique. Les autres, c'est vrai, ils peuvent avoir un discours, ce qui est important quand on est candidat. Deuxièmement, ce qui est important quand on est candidat, il faut avoir une base. Troisièmement, il faut avoir les moyens de sa politique. Lorsqu'on réunit ces trois éléments, on est en mesure de pouvoir faire face à un président sortant. Mais lorsqu'on a plusieurs candidatures, pour ne pas effriter les voix, pour ne pas aller donner un chemin ouvert carrément à un candidat qui est en fonction, il est important de se réunir en synergie. Et en se réunissant en synergie, ils sont en mesure peut-être de ressortir un candidat commun, un programme commun sur lequel tous les autres candidats devront fédérer et militer et battre campagne afin que leur candidat commun puisse porter de la voix lors des prochaines échéances électorales. Alors on sait aussi qu'il n'est pas facile pour l'opposition de parvenir à désigner un seul candidat, ça divise exactement, déjà. Martin Fayulu a dit qu'il était le candidat de l'opposition désigné par la population, chose qui a créé polémique au sein de cette opposition. Néanmoins, on nous a annoncé qu'il y a un groupe WhatsApp qui existerait entre les opposants, le 4 en tout cas, les grands leaders, et ils pourraient se retrouver en Europe, à Bruxelles, pour désigner une candidature. D'après vous, qui a le profil pour bien représenter toute cette opposition? Ou sinon, montrez-nous un peu le profil de chacun, les forces et faiblesses. Bon, il est important que tous les candidats, particulièrement de l'opposition ou de la société civile, qui aimeraient obtenir une candidature commune, qui ait un examen minutieux de tous les profils. Ce n'est pas n'importe qui peut porter la voix de toute l'opposition. Pour porter la voix de l'opposition, premièrement, comme je l'ai dit tantôt, c'est que la personne devra avoir un discours. La personne devra avoir une base, et une base importante au niveau national. Troisièmement, la personne devra avoir les moyens de sa politique. Alors, à l'heure actuelle, si nous devons ressortir du lot certaines candidatures... Les moyens de la politique, c'est l'argent, vous voulez dire? Bon,
nous sous-entendons l'argent aussi. Il est difficile de pouvoir conquérir ce poste-là, bien militer pour ce poste-là, qui n'a que comme circonscription le territoire national sans moyens. Il y en a qui ne pourraient pas avoir les moyens suffisants? Bien entendu. Bon, je ne connais pas les capacités financières de chacun d'entre eux, mais à voir, tout simplement, nous sommes en mesure de distinguer certains qui ont suffisamment de moyens, parce qu'il y a déjà une pré-campagne qui a déjà commencé. Nous les voyons, certains sont en train de faire déjà des tournées dans les provinces. Il y a certains qui ne le font pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est important que le candidat ait les moyens de sa politique. Et pour tabler dessus, les quelques candidats que nous connaissons peut-être qui sortent du lot, nous savons peut-être qu'il y a Moïse Katumbi Chapwe, il y a Matata Pogno, il y a Fayoulou, il y a le docteur Mukwege. Tous ces candidats-là, si seulement ils veulent apporter une certaine alternance, ils doivent être en mesure de pouvoir ressortir une candidature commune. Et cette candidature commune doit faire l'unanimité. Alors voilà pourquoi j'étais en train de dire tantôt qu'ils ne doivent pas aller en chemin dispersé. C'est vrai que d'entre eux, je ne sais pas dire que c'est Moïse Katumbi qui est le plus favorable. Je ne peux pas dire que c'est Dr Mukwege qui est le plus favorable. Les profils, les forces et les faiblesses de chacun de ces candidats, peut-être. Bon, pour brosser le profil de chacun d'entre eux, quand nous prenons par exemple Moïse Katumbi Chapwe, comme je l'ai dit tantôt, il a son actif, peut-être le bilan qu'il a pu opérer du temps où il était gouverneur de la province de tout le Katanga. Temps remis en cause, ce bilan-là est remis en cause. Bon, il est remis en cause pour des raisons politiques. Mais pour ceux-là qui ont vécu au Katanga en 100 ans, nous savons qu'en 100 ans au Katanga, Moïse Katumbi, quand même, il a fait quelque chose d'important dans la mesure où la situation sociale et économique du Katanga en 100 ans n'était pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est un aspect qui plaide en sa faveur. Le deuxième candidat, peut-être, qui pèse par rapport aux autres, nous pouvons peut-être parler de Dr Mukwege. Dr Mukwege, c'est vrai qu'on dit que c'est le candidat de l'étranger, mais n'oublions pas que ça reste un Congolais. Évitons des discours qui soient de nature à pouvoir effriter déjà les sentiments nationaux que nous avons. Mais il jouit, lui, personnellement, d'une certaine crédibilité sur le plan national et international. Dans la mesure où de toutes les candidatures qui sont là, il n'y a personne qui a connu les affres de la guerre et le ventre mou de la République comme ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il vit tout le temps au milieu de ces gens-là. Il a réellement été en contact au milieu de gens qui ont connu tous ces affres de la guerre et il a une certaine réalité. Est-ce qu'il a un discours qu'il peut porter afin d'apporter la paix à l'Est? Nous ne savons pas. Mais comme je l'ai dit tantôt, lorsque la personne a un discours, lorsque la personne a une base et lorsque la personne a les moyens de sa politique, cette personne-là est en mesure de pouvoir battre campagne pour pouvoir faire face au président sortant. Alors, le plus important serait que chacun observe son profil. Lorsqu'on sent que l'un a un profil favorable à l'autre, je crois pour des raisons républicaines, il serait important que les uns s'allient aux autres dans l'importance. Et Martin Fayoulou? Bon, je n'ai pas parlé peut-être de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, c'est vrai qu'aux dernières échéances électorales, il était sur le podium. Je crois qu'il était sorti deuxième au finish de la proclamation des élections. D'après lui, il était sorti premier. Bon, d'après lui, il était sorti premier, mais pour rester dans le cadre purement officiel, il était sorti deuxième. Mais il faut aussi retenir qu'il a été porté par comment je vais appeler, il a été porté par une coalition forte. Une coalition, non, c'est moins fort, mais une plaque électorale, voilà ce que je voulais dire, par une plaque électorale très importante qui réunissait en son sein Moïse Katumbi, Mbemba et certains ténors de l'opposition. De qui il a puisé les moyens de sa politique. Exactement. Il a été porté par les ailes de tous ces ténors-là qui a fait à ce qu'au finish, il s'est retrouvé dans la position où il était aux échéances électorales passées. Mais actuellement, est-ce qu'il sera toujours porté par la même plateforme électorale? Nous ne croyons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains de cette plate électorale. Il y a Mbemba qui est présentement au sein de l'Union, qui est maintenant dans l'Union sacrée. Il y a Katumbi qui mène chemin seul. Au dernier chemin, il était lui avec Mouzito. Il y a Mouzito aussi qui mène chemin pratiquement seul. Alors, il se retrouve seul présentement. Alors, seul, aller comme ça, je crois qu'il risque de ne pas faire fortune. Est-ce que vous pensez aussi qu'il manque de constance ou c'est peut-être un incompris? Non, il ne manque pas de constance. Je crois qu'il a quand même fait preuve de constance pendant tout ce mandat du président de la République. C'est vrai que dans l'informel, nous avons tous appris il a semblé à un moment donné boycotter les élections en refusant à ses lieutenants de pouvoir ça fait partie du jeu politique aux législatives et finalement il s'est rétracté lui-même est candidat. Ouais. Exactement, mais ça fait partie du jeu politique. Et si en dehors de ça, on lui reproche beaucoup d'autres choses aussi qui tournent autour de la constance. Ouais. Bon, la constance, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu aussi fléchir
au régime actuel. Mais il n'a pas fléchi. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fléchi, qui sont allés dans l'Union sacrée. Lui aussi, nous savons qu'à un moment donné, il a été côtoyé, mais fort malheureusement, il n'a pas voulu rejoindre l'Union sacrée. Je crois que par rapport à ça, jusque-là, il demeure constant. Mais la difficulté, c'est qu'il n'a pas d'ancrage au niveau national. Il sera très difficile de battre campagne au niveau national. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord retenir que les élections en République démocratique du Congo... S'il a été deuxième, c'est quand même un ancrage important. Mais c'est parce que nous l'avons dit tantôt, l'important, c'était parce qu'il a été porté sur les ailes d'une plate électorale très importante qu'il a portée au niveau national. Mais sans cette plate électorale, ça reste un leader, comme tous les leaders. Nous savons qu'au Congo, les élections sont d'abord sociologiques et tous les leaders reposent d'abord sur leurs appartenances communautaires et ça sera un peu difficile de pouvoir revêtir des intérêts. Et Denis Sassanga, dans tout ça, c'est pas le candidat trop intello? C'est un candidat intello, mais il faut reconnaître aussi que nous appartenons à un pays où les gens ne sont pas élus par rapport à leur programme. Nous n'avons pas encore atteint cette maturité politique. Les gens sont encore élus par rapport à leur popularité. C'est vraiment ça un des éléments importants qui peut porter quelqu'un à la tête de ces pays. Alors, par rapport à la question de popularité, c'est vrai que Denis Sassanga, c'est un des députés qui fait la fierté de notre Assemblée nationale. Je crois depuis la première législature jusqu'à présent, c'est vraiment un des députés qui fait la fierté de notre Parlement. Mais il souffre de cette question-là de popularité au niveau national. Bon, il y a certaines choses qui viennent peut-être avec le temps. C'est le discours. Il a un discours, mais qui n'est pas bien vulgarisé. Pas seulement qu'il n'est pas bien. Il a un discours, il n'a peut-être pas les moyens de sa politique, mais la difficulté, c'est qu'il n'a pas d'ancrage au niveau national. C'est très compliqué. On n'a jamais eu des gens qui ont eu un vrai ancrage, en fait. Si. Lorsqu'on est président de la République en fonction, on part de quoi? On part de certains dignitaires au niveau de communautés, au niveau des provinces, pour pouvoir relayer son discours politique. Et pour pouvoir le faire, il faut avoir les moyens de sa politique. Mais est-ce que Denis Sassanga est-il en mesure de réunir autour de lui certains acteurs communautaires importants qui puissent relayer son discours politique? Nous ne le savons pas. Mais je crois qu'il y a certaines carrures qui viennent avec le temps. Et avec le temps, peut-être, il pourra pouvoir... espérer un jour devenir... Et dans tout ça, est-ce qu'il y a de quoi inquiéter Tshisekedi? Oui, il y a de quoi inquiéter Tshisekedi si seulement il n'y a pas une coalition qui pourra être en mesure de sortir une candidature unique. Tant qu'il n'y a pas de coalition, Tshisekedi va faire son bon nombre de chemin, il sera réélu pour une deuxième fois. Mais si toutes ces forces se réunissent autour d'une candidature commune, avoir un discours qui est en mesure de pouvoir apporter un certain espoir de changement au milieu de la communauté, avoir une base très importante et les moyens de la politique, je crois qu'il y a de quoi aussi secouer le camp, les états-majors proches au président de la République en fonction. Merci beaucoup. Samuel Konko, analyste politique, mais également maître avocat. Avocat au barreau de Lubumbashi. Avocat au barreau de Lubumbashi qui est installé depuis un bon bout de temps à Kinshasa ici, n'est-ce pas? Bon, pour des raisons professionnelles bien entendu. Justement, merci d'être passé à Télé 50, merci pour cette analyse, en tout cas très objective. Hein. C'est très rare d'avoir des gens qui offrent des décryptages aussi neutres. Merci beaucoup, c'est très gentil et tous ces compliments me vont droit au cœur. Merci encore une fois de plus à vous de m'avoir convié à prendre part à cette messe vespérale des questions politiques de l'heure et j'en suis totalement honoré. Merci. Alors on espère vous avoir eu une prochaine fois, toujours avec ces analyses qui mettent tout le monde, j'espère, à la maison d'accord. Et quant aux élections, rien ne nous rassure qu'elles auront effectivement lieu ce 20 décembre, justement. Corneille Nangaa l'a dit à France 24 que c'est pas sûr, les élections n'auront pas lieu. Si on force comme ça, on aura peut-être des élections bâclées d'après lui. Bon, ce sont des prétentions personnelles qu'il a pu faire prévaloir, mais il est important aussi de souligner que c'est vrai qu'il y a une date qui est fixée par la CENI, c'est une date technique. Mais nous savons que les élections aussi, il y a une question politique. S'il y a des tractations politiques qui devra venir avant le processus, un glissement peut-être technique. Tout est question politique. S'il y a des questions politiques qui s'élèvent, je crois que même la CENI devra fléchir. Merci. Donc, voilà. Merci beaucoup Samuel Konko. Alors on va rester ensemble. Après la politique, ce sera le sport. C'était un vendredi assez spécial. La Ligue africaine a débuté ce jour à Dar es Salaam en Tanzanie. Mazembe y prend part. Il y a eu une grande conférence de presse donnée par le président de la CAF, Patrick Motsepe. Moïse Katumbi y a pris part également. On va parler de ça, on va parler de la CAN également qui arrive dans quelques jours avec Christian Bokaya. Restez donc avec nous.
Bon, la journée commence maintenant. On va se jeter dans le bain pour peut-être voir qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté. Et ça commence même très fort. Beaucoup de choses à faire. Tous ceux qui viennent avec des recommandations des ministres, des députés, des Kassaïens, parce que j'ai entendu dire, oui, les messages du pasteur. Je cherche, moi, des journalistes. J'ai à effectuer. C'est quoi ça? Là, vous parlez en français, mais en Tchoulouba. L'accent est Tchoulouba, les gestes, c'est Tchoulouba, tout est Tchoulouba. Donc, c'est ça la diction intéressante. Pour vous, hein? Pas pour moi, en tout cas. Merci, au revoir. Vous avez tous le cœur à aimer ou dormir, mais moi je reste seul. Le jour se lève. Après l'esprit, il faut le corps maintenant, parce qu'un bon corps, chaque matin, c'est bien pour affronter la journée qui va être dure. Oui, très dure la journée. Il faut un peu de muscle pour le corps. Et 30 km, c'est mieux. Voilà. Et fréquenté, je peux vous dire, loin de toute fanfaronnade, que c'était assurément l'un des plus brillants. Tout chez lui était inné. Sens du contre-pied, matiné d'un humour désarmant, avec des joutes verbales allant bon train. En un mot, il est fait pour la communication. Télé, radio, il est comme un poisson dans l'eau. Fidélité à lui-même, fidélité à ses ambitions, fidélité à ses amis. JMK, bon vent. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, on parle sport dans cette deuxième partie de Kinshasa Direct avec Christian Boukaya, notre chroniqueur maison, chroniqueur sportif. Christian, bonsoir et merci d'être là en tout cas. Bonsoir, toujours un plaisir de partager un même plateau avec vous. Ça n'arrive pas tous les jours, mais on est souvent content quand on doit parler sport. Justement. Et surtout que le sport réunit tout le monde. Moi, j'aime bien parler sport avec vous parce que chez vous, nous, vous simplifiez les explications effectivement. Et ça entre facilement. Effectivement, et surtout que chez nous, il n'y a pas les sportifs de la gauche ou de la droite. Alors, chez nous, vous êtes polyvalent. Bah oui, vous êtes sportif dans le sang, mais vous faites aussi de la politique, notamment. Oui. Si vous ne vous intéressez pas de la politique, elle va s'intéresser de vous ou s'intéresser à vous. Oui. Alors, voilà, la politique, c'est elle qui nous guide. Donc, nous avons intérêt à la suivre. C'est bien fait qu'on parle politique, sport, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit dans cette thématique. On parlera de cette ligue qui a commencé aujourd'hui, la Ligue africaine ou Super League. Vous allez me dire c'est quoi l'appellation exacte. Mais dans cette Super League, la politique s'invite de toutes parts. D'abord, en interne ici, c'est Mazembe qui n'a pas pu jouer son match ici au pays parce que beaucoup d'entraves politiques, je ne sais pas si c'est vrai, Boukaya, vous allez le dire, ces équipements-là de la CAF qu'on devait acheminer jusqu'à Lumbashi ne sont pas arrivés, faute d'un problème au niveau de la douane, mais également des visas attendus au ministère des Affaires étrangères. Alors l'autre chose, question Boukaya, c'est Mazembe qui refuse de porter, je dirais, des écussons visite Rwanda. Donc, comme quoi, on ne peut pas se passer de la politique, peu importe le lieu. Alors là, vous avez posé plusieurs questions. Je vais dire plusieurs questions. Justement, question vocale. À la fois, mais je vais commencer par d'abord, comment on dit, éclairer la lanterne par rapport à cette Super League. En interne, African Football League, en fait, c'est la Super League africaine. Oui. Cette première compétition de la FIFA, il faut le dire ainsi, de la FIFA organisée sous l'égide de la CAF, parce qu'on a vu comment est-ce que Gianni Infantino s'est battu bec et ongle pour que l'organisation de cette compétition soit réelle. Alors, pour cette édition expérimentale, Mazembe va y prendre part. Mazembe devait jouer à Lubumbashi, son match, son match à domicile ou ses différents matchs à domicile.
Et pour ce match-là, on sait comment est-ce que la CAF a disposé des matériels, puisqu'on va dire que c'est quand même une super compétition, super chérie de la CAF. Et beaucoup d'argent, me semble-t-il aussi. Oui, une cagnotte de 4 millions, alors que la Ligue des Champions, c'est aux alentours de 2,7 millions, mais la Super Ligue africaine, ça ne concerne que 8 clubs. Et c'est pour 4 millions, déjà, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir par rapport à, d'abord, ces dossiers ou ces feuilletons, Mazembe, gouvernement congolais? Les matériels de la CAF pour la retransmission du match Mazembe Espérance de Tunis étaient bloqués à la douane de Lubumbashi. Selon les camps Mazembe, les tout-puissants avaient écrit, bien évidemment, ou avaient demandé au gouvernement de pouvoir intervenir pour que ces matériels soient débloqués à temps, pourvu que l'organisation ou les terrains soient bien balisés, chose qui n'a pas été faite à temps. Alors la CAF s'est dite, bon, comme les matériels pour la retransmission de ce match n'était pas arrivé à temps au Lubumbashi, elle s'est décidée de délocaliser le match. Après, le ministère des Sports va réagir en disant que c'est lundi dans l'après-midi. Non, d'abord, le ministère a dit que Mazembe n'a jamais écrit au gouvernement. Ça, c'est le ministre qui avait dit. Au Conseil des ministres, le briefing de lundi, le ministre des médias, de la communication et des médias, Patrick Muyaya, ce n'est que lundi dans l'après-midi que la FECOFA avait écrit ou avait demandé au gouvernement de pouvoir intervenir pour que voilà, le matériel soit acheminé, libéré à la douane de Lubumbashi, et puis que les formulaires pour tout ce qui avait trait au visa des émissaires de la CAF puissent être traités un peu avec une vitesse de croisière. Alors, la FECOFA aussi à son tour a réagi. Bref, personne n'a voulu... Expliquez-nous bien, c'est le CONOR qui a écrit tardivement au ministère de Sport, ou c'est le sport qui a répondu avec beaucoup de lenteur? Disons que c'est... Je suis en train de vous retracer, en fait, de vous relater les faits. Le ministère a dit que Mazembe n'avait jamais saisi le gouvernement. Pourtant, Mazembe a balancé les correspondances. Moi, je l'ai vu, je l'ai lu même sur les réseaux sociaux, qu'il avait déjà écrit au gouvernement congolais pour ce match-là, l'organisation de ce match à Lubumbashi, chose qui n'a pas été faite. C'est-à-dire, on demandait au gouvernement de pouvoir intervenir pour que les matériels de la CAF bloqués à la douane de Lubumbashi soient libérés à temps. Question, voilà, de faire les check-in, baliser les terrains pour ce match-là, du point de vue retransmission et consorts, chose qui n'a pas été faite. Et puis, lundi, c'est le ministre de la communication immédiate, Patrick Muyaya, qui nous dit que ce n'est que dans l'après-midi de lundi que la Fédération congolaise de football association avait écrit au gouvernement congolais. Alors, la FECOFA, à son tour aussi, se défend en disant la conversation ou l'organisation de ce match-là, c'était une affaire de Mazembe. Mazembe pensait déjà à cela depuis belle lurette, et c'est tard que Mazembe avait sollicité l'intervention ou l'implication de la FECOFA. Bref, la CAF s'est dite, comme nous sommes déjà le 15, et on ne m'a pas donné plus de précision. Les émissaires qui n'ont pas obtenu des visas pour se rendre au Congo, précisément à Lubumbashi, la CAF s'est décidée de délocaliser ce match et de les faire jouer, bien sûr, à Dar es Salaam. C'est vrai, c'est un coup dur pour le Corbeau, puisque... C'est une première, il me semble. Bon, c'est... Pas vraiment une première, mais même autrefois, on a dit que de Mazembe, quoique son président avait beaucoup de mal à partir avec le pouvoir en place, jamais cette chose n'était arrivée. Bon, il faut dire que les politiques, je ne cesse de le dire, la politique et le sport sont deux choses diamétralement opposées. Ça veut dire si la politique cherche à s'immiscer dans le sport, souvent les conséquences sont néfastes. Mazembe vous parle d'une posture politique. Souvent, il ne faut pas se voiler la face. On dit parce que Moïse Katumbi, voilà, il est, ce que vous savez, candidat à l'élection présidentielle de 2023, du mois de décembre, bien sûr. Et puis, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Moi, je préfère rester sur le terrain purement sportif, puisque la CAF, si elle remarque que la politique veut s'immiscer vraiment en football, il y a toujours des sanctions qui s'en suivent. Alors moi, je ne voudrais pas qu'on puisse autant amplifier cela, mais ça fait mal de voir Mazembe quand même jouer à Dar es Salaam alors qu'il a un terrain ou un stade homologué, un terrain ou un stade qui pouvait bien sûr accueillir ce match-là, Mazembe Espérance de Tunis, surtout que la compétition ne commence qu'à l'étape de quart de finale.
vous négociez bien vos matchs à domicile, vous avez plus de chances de pouvoir obtenir le ticket pour le prochain tour, c'est-à-dire les demi-finales. Mais là, Mazembe va jouer à Dar es Salaam déjà à partir de ce dimanche. Et puis, si je m'abuse, l'autre question que vous avez posée, parce que vous en avez posé 3 directement. En externe maintenant. La compétition a commencé aujourd'hui. Simba de la Tanzanie a été tenu en échec par Al-Ahly, score final du match, 2 buts partout. C'est une compétition à laquelle la Confédération africaine de football tient, puisque je l'ai dit d'entrée, en termes de cagnotte, la cagnotte elle est colossale, 4 millions, chose qui n'était pas le cas ou qui n'est pas souvent le cas avec la Ligue des Champions. Encore moins pour la Coupe de la Confédération. Bref, c'est une compétition comme ça instituée par la Fédération internationale de football association par le truchement de la CAF. Question de faire prévaloir ou de mettre un peu en vitrine ces clubs-là, entre guillemets, viables, puisque ça ne concerne, pour cette étape expérimentale, ça ne concerne que 8 clubs, dont le tout-puissant Mazembe Englebert, club de la RDC. Le tout-puissant Mazembe Englebert qui... en outre, a refusé de porter, je dirais, cette marque de visite au Rwanda. La politique s'invite encore auprès de Mazembe alors qu'il est à l'extérieur du pays. Là, je ne parlerai pas de la politique, je parlerai plutôt de l'esprit patriotique. Ouais. Mazembe s'est dit, mon pays, la RDC, est agressé par le Rwanda depuis plusieurs années maintenant. Souvent sur le maillot des grands clubs du monde, on voit Visite Rwanda, Paris Saint-Germain, même en Angleterre on le voit. Mais Mazembe vous dit, parce que Visite Rwanda c'est le sponsor même de cette compétition, de cette Super Ligue africaine. Mazembe vous dit, moi je ne veux pas arborer les maillots floqués Visite Rwanda. Et l'organisateur a compris, ça veut dire Mazembe s'est senti quelque part lésé. Et voilà, c'est fondé. C'est fondé puisque si Mazembe arbore ou si le Corbeau arbore ces maillots floqués Visite Rwanda, je pense que ça va faire le tour du monde. Et ce sera encore commenté. Parce que Mazembe, vous êtes un club de Lubumbashi. Ça sera en inadéquation avec la je pense que cette décision que nous sommes agressés par le Rwanda. Cette décision, à mon avis, n'est pas politique, mais plutôt patriote. Parce que Mazembe s'est dit, il est un club de la RDC, son pays depuis toujours est agressé par Kigali ou par le Rwanda. Et voilà, c'est fondé cet argument. Et voilà. Alors, est-ce qu'il encourt quelque chose de tout puissant Mazembe? Non. Parce qu'il a refusé. Non. Il pourrait perdre de l'argent aussi, dit-on. En termes de sponsoring, je ne sais pas si c'est Mazembe qui doit... Les avantages liés au fait justement de porter cette marque-là. Je ne sais pas trop. Mieux vaut en perdre que de porter un maillot floqué Visite Rwanda et avoir des problèmes chez ses compatriotes au pays. Mais pas une disqualification. Non, pas puisque Mazembe joue déjà ce dimanche. J'ai rappelé contre la formation des tunisienne de l'Espérance sportive. Donc le match est maintenu, l'organisateur a compris. Mazembe, ses raisons étaient tout à fait fondées. Et voilà, ça se justifie. Alors, après la Super League, sauf si vous avez une autre chose à ajouter ou en chérir, on va parler maintenant de la chose. Peut-être là, on fait la course à la montre. Oui. Sauf que moi, je ne suis pas. Perso, je ne suis pas pour cette décision. Parce que décision de Mazembe. Non, l'idée de créer une Super League. Je me dis pourquoi pas la CAF a réuni tous les moyens pour essayer de booster un peu la Ligue des Champions. Pourquoi pas la Coupe de la Confédération, puisque là, si vous créez une troisième compétition, genre la Super League, pour l'étape expérimentale, la cagnotte elle est colossale. À la longue, ça risque d'enterrer certaines compétitions. On pouvait peut-être réunir tous ces moyens et amplifier d'autres compétitions qui existent déjà, à l'instar de la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Alors, que retenir de la CAN 2023 qui arrive dans 2 mois et demi? Ce sera une CAN très relevée, à mon avis, puisqu'actuellement, il n'y a pas des petites équipes du groupe A ou du premier groupe, du groupe A jusqu'au groupe F. Il n'y a pas de petites nations. Même dans le groupe A, s'il faut faire très vite un tour, je ne pense pas que le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, aura aussi un morceau facile, puisque déjà dans ces groupes, vous avez aussi les Nigeria avec ses stars actuellement, Victor Osimhen, meilleur buteur du championnat italien, voilà, avec les terrains de Mofi et d'autres cartouches. Et dans ce groupe-là aussi, vous avez la Guinée équatoriale. Certes, ce sont des équipes qui viendront jouer peut-être le rôle d'un ver dans les fruits, puisque la Guinée a organisé la CAN en 2015. Et voilà, ça sera quelque chose d'intéressant, parce qu'actuellement, on a parlé des groupes, on va peut-être aussi avoir ce goût de découvrir certaines nations, mais ça sera une CAN avec un niveau vraiment très relevé. En gros, c'est qu'on peut retenir. Il y aura des matchs difficiles dans chaque groupe.
Effectivement, il y aura des matchs difficiles dans chaque groupe. Peut-être parce que là, je n'ai parlé que du groupe A, faute de temps. S'il fallait parcourir tous les groupes, on allait se rendre compte que allez-y. Il y a 2 minutes plus. Ah bah oui, là je suis en train de faire la course à la montre. Mais bref, s'il faut parler du groupe, par exemple, de la RDC. Le groupe F. Le groupe F, où vous avez la Zambie, où vous avez la Tanzanie, vous avez le Maroc. Toutes les équipes, à mon avis, du niveau, sont au top. Le Maroc, par exemple, sa dernière performance, c'est bien les demi-finales de la Coupe du Monde. Le Maroc vous joue les demi-finales de la Coupe du Monde. Vous avez la Tanzanie qui va signer sa 3e participation à la CAN. Et puis voilà, la Zambie que nous allons affronter après notre retrouvaille en 2015. Rappelez-vous, en Guinée, où on a fait un match nul d'un but partout. Et puis voilà, de notre côté, je vais quand même parler de cette confiance qui renaît petit à petit avec la génération où, depuis l'avènement de Sébastien Desabre, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on a gagné une Coupe d'Afrique, mais bon, on s'est dit aussi, le Maroc, son dernier sacre remonte en 76. Nous, c'est vrai que dans ce groupe-là, on est la nation la plus titrée, dans le groupe F, bien sûr, avec 2 titres. Le premier gagnant en 68, c'était bien sûr en Éthiopie, et puis les seconds en Égypte en 74 avec la génération Ndaï Moulamba, Di Volvo, paix à son âme, contre la Zambie. Les matchs contre le Ghana, c'était en 68, et puis je crois la Zambie en 74. Bref, actuellement, la RDC, c'est cette nation qui commence à retrouver ses lettres de noblesse. Il ne faudra pas la minimiser, il faudra la jouer avec beaucoup de sérieux. Merci. Mais à ce stade, il n'y a pas de petites nations. Toutes les équipes qui se sont qualifiées pour la phase finale sont à prendre au sérieux et nous, on devra tout simplement se concentrer. On a encore quelques matchs, j'appelle ça des matchs bonus pour la CAN, des éliminatoires de la Coupe du Monde. Déjà au mois de novembre ici, jouer la Mauritanie mais également le Soudan. Ce sera quelque chose d'intéressant pour nous et ça nous permettra de pouvoir nous lancer à la CAN qui profile à l'horizon. Le groupe F, c'est bien à San Pedro et notre premier match ce sera bien sûr contre la Zambie. Et pour cette CAN-là, les villes retenues, il y a Bouaké, vous avez San Pedro, il y a Moussokro, Abidjan et la ville de Korogo. Donc beaucoup de choses à retenir en tout cas pour cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci en tout cas Christian Bokaya pour tout ce résumé en quelques minutes. Vous avez pu nous donner l'essentiel qu'il faut retenir de cette CAN qui arrive. Ouais, je pense qu'on va faire un comeback en force après avoir raté l'édition 2021 au Cameroun. Bref, on se prépare pour ça. On ne devra pas se surestimer, encore moins se sous-estimer, mais on devra avoir du mental d'acier pour bien affronter cette grande messe continentale. Merci beaucoup Yael Djingé, dont le son ne cesse de croître. C'est pour me signaler qu'il n'y a plus le temps. Merci beaucoup à l'équipe qui était à la réalisation. Merci à Dédé Sonsois, merci à Carly Mabiala, merci à tous les caméramens qui ont été là, à Béni, Saint-Béni, mais également à Exaucé. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis de partout en RDC, mais également en dehors de la RDC. L'information continue. Le journal, c'est dans quelques minutes avec Jenny Kayembe. Je vous retrouve le vendredi prochain.